Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau du débrief. Je suis ravie, avec toute notre équipe et nos invités, de vous retrouver comme chaque lundi pour débriefer l'actualité internationale. Et ce soir, on va parler du risque terroriste qui pèse en Europe. Il y a une semaine, lundi dernier, un attentat venait de nouveau endeuiller l'Europe. À Berlin, sur un marché de Noël, un camion fonçait dans la foule, faisant 12 morts et une cinquantaine de blessés, dont beaucoup aujourd'hui sont encore dans un état grave. L'auteur de cet attentat, un jeune Tunisien de 24 ans, a été abattu 3 jours plus tard en Italie. Un acte terroriste qui pose donc plus que jamais la question de la menace sécuritaire en Europe, mais aussi de sa gestion d'un point de vue sécuritaire, mais également politique. Est-il possible aujourd'hui de combattre un terrorisme devenu imprévisible et qui emprunte des modes opératoires inédits? Qui sont ces jeunes qui, à l'instar d'Anis Amri, décident de passer à l'acte? Et surtout, comment améliorer la coopération sécuritaire en Europe, mais aussi régionale? Nous répondrons ce soir à toutes ces questions avec nos invités. Monsieur Abdelhak Bassou, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes expert des questions sécuritaires et vous êtes senior fellow à l'OCP Policy Center. Merci d'avoir répondu à notre invitation. À vos côtés, Monsieur El-Mostafa Razarazi, vous êtes expert en relations internationales et en études stratégiques. Merci d'être à nouveau parmi nous ce soir. Et à vos côtés également, enfin, Monsieur Mohamed Ben Hammou, vous êtes le président du Centre marocain des études stratégiques et vous êtes expert international sur les questions de sécurité et de terrorisme. Merci beaucoup d'être avec nous tous les trois ce soir. Alors, la première question qu'on a envie de vous poser concernant cet attentat à Berlin, beaucoup de critiques ont été adressées à l'Allemagne quant à la gestion et à la surveillance de ce suspect qui est passé à l'acte. Alors, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il y a eu défaillance des services allemands sur la question? Monsieur Bassou. Défaillance, je ne crois pas qu'on puisse parler de défaillance des services allemands. Les services de sécurité allemands sont connus pour leur efficacité. Maintenant, il y a certaines vulnérabilités, bien sûr, en ce qui concerne ces services allemands. D'abord parce que le terrorisme qu'avait connu l'Allemagne, c'était le terrorisme des années 70, donc avant la bande d'Abader, et la réponse n'est pas la même parce qu'il ne s'agit pas du même genre de terrorisme. Donc, dans les années 70, il y a eu beaucoup si vous voulez, de réformes dans la police allemande, mais c'était beaucoup pour répondre en réformant les codes de procédure pénale, en réformant le code pénal lui-même. Et si on revient donc aux dernières années, on a vu également que la structure de la sécurité allemande est une structure qui, à mon avis, est aujourd'hui vulnérable au terrorisme. Pourquoi? Parce qu'il y a autant de ministères de l'Intérieur que de Länder. Oui, c'est le système fédéral. Et autant de services de renseignement que de Länder. Et tout ça est coiffé à l'échelon fédéral donc, par le Bundeskriminalamt en ce qui concerne, tout ce qui est pénal, tout ce qui est judiciaire, et il est coordonné par la BVC en ce qui concerne le renseignement. Mais les Allemands se sont eux-mêmes, en 2004 et 2007, se sont rendus compte que ce système était déjà... il y avait des dysfonctionnements à l'occasion d'un ensemble de crimes qui ont été commis, de meurtres, entre 2004 et 2007 par des gens de l'extrême droite. Donc ils ont encore créé des centres, le centre de coordination contre le terrorisme, le centre de coordination de l'information, et l'Allemagne est en train donc de se chercher sur ce... Et il faudrait aussi, c'est-à-dire que la société allemande est un peu tient beaucoup à ses libertés, donc il est un peu très difficile de répondre dans ces cas-là. C'est-à-dire que c'est difficile pour l'opinion publique d'avoir des services de sécurité qui sont dans le contrôle et la surveillance. Et la surveillance, et que, également, c'est-à-dire pour le cas même d'Anis Amri, il y a peut-être ce qui a fait, il y a peut-être ce laps de temps où on a arrêté un auteur qui n'était pas le même. Oui, effectivement. Donc, juste après l'attentat, c'est un jeune Pakistanais qui a été peut-être ce laps de temps qu'on a passé avec ce type-là qui a donné le temps à Anis Amri donc de pouvoir cavaler, de pouvoir quitter l'Allemagne. On va y revenir dans un instant. Monsieur Ben Hammou, pour vous, est-ce qu'il y a eu une faiblesse des services allemands sur ce suspect?
Je pense qu'il y a eu peut-être donc une certaine mauvaise appréciation d'une situation et surtout donc une mauvaise gestion du temps. Surtout donc bien sûr avant, mais essentiellement donc juste après l'acte terroriste. Il est clair qu'il y a toutes ces vulnérabilités, donc et, je dirais donc cette difficulté de coopération inter-services et inter-régions en Allemagne. Il y a aussi donc une certaine forme, j'allais dire donc de routine dans laquelle les services allemands sont tombés et ils étaient donc piégés parce que donc on le sait depuis des semaines, voire donc des mois maintenant, que les services allemands s'attendaient donc à un attentat. Et à chaque comme fois, beaucoup donc, de pays comme européens. beaucoup de pays, mais en Allemagne, donc l'Allemagne savait qu'elle était visée et il y a eu certainement donc un moment d'inattention et on le sait donc ce sont ces moments donc d'inattention ou ces moments aussi donc d'absence de coordination. Il y a eu certes donc une mauvaise gestion en matière donc de renseignement dans les différentes phases donc de ce renseignement et surtout je pense aussi que il est clair aujourd'hui donc l'ensemble des services de sécurité et des services de renseignement essentiellement dans le monde entier doivent s'adapter donc à ces nouvelles menaces, à ces menaces émergentes. Nous sommes face à un ennemi qui est interne et qui a une grande capacité donc de mobilité, mais surtout donc qui a aussi la possibilité donc de frapper là où il veut, quand il veut. Et, on va y revenir dans un instant sur ces modes opératoires et sur les modalités du passage à l'acte de ces personnes. Professeur Al-Azrazi, pour rester donc sur cette question, est-ce qu'à un moment on a fait preuve de négligence entre guillemets concernant ce suspect ? Qui était signalé par les services, dont la demande d'asile a été rejetée, qui était signalé comme recruteur pour les djihadistes, mais qui était resté sur le territoire allemand en dépit de cette signalisation. Et dont la surveillance a été levée en septembre dernier. Oui, alors je crois que si on veut parler à propos d'un déficit, je crois que le déficit il est dans le système de coopération de renseignement inter-européen. Parce que déjà, le cas de Anis Amri, c'est un cas qui a une mobilité entre trois pays déjà. Deux, oui, il était Italie, Allemagne, et après l'attentat, il est allé en France avant de repartir en Italie. Deux, c'est qu'il faut... Bon, cet incident aussi, il révèle en nous cette contradiction, si vous voulez, cette composante de la donne démocratique et la donne sécuritaire qui est très significative dans l'espace allemand. Trois, peut-être ce manque de vigilance, peut-être on pourrait aussi l'expliquer par cet état général de racing électoral dans lequel Merkel est placée en tant que productrice d'un discours humanitaire vis-à-vis la migration, vis-à-vis et l'accueil de réfugiés. L'accueil des réfugiés. Plus d'1 million pour l'année 2015. Et justement, c'est dans ce contexte qu'on peut expliquer ce manque de vigilance pour justement cet incident qui n'était pas expecté, et surtout l'impact justement, tout d'abord au niveau de timing, juste quelques jours avant Noël, le 19 décembre. Noël, et puis l'espace, c'est devant l'église et dans le marché de Noël, et bien sûr sur le moyen terme, c'est avant les élections, peut-être ça peut pousser Merkel à devenir plus conservatrice. On va parler de l'impact aussi politique de ces attentats sur l'Europe. Ce suspect, c'est un jeune Tunisien de 24 ans. Aujourd'hui, on a arrêté ce week-end, on a appris que ce samedi avait été arrêté 3 personnes, dont son propre neveu en Tunisie. Est-ce que 24 ans, c'est un âge moyen pour devenir un chef de bande, entre guillemets, terroriste? Monsieur Al-Azrazi, vous les avez étudiés pendant longtemps. Il n'a que 24 ans et il est déjà à la tête de cellules, en quelque sorte. Oui, c'est surprenant? Oui, pour moi, bon, ce qui a été présenté par la presse européenne, maintenant, si on veut
mettre le cas de Anis dans le processus général des milliers de dossiers depuis Al-Qaïda dans les années 90 jusqu'à présent, je crois que 24 ans, s'il est vraiment un chef de Katiba, comme ils l'ont appelé, Katibat Abou El-Wala, ça devrait être un chef opérationnel, mais surtout pas un chef stratégique. Deux, c'est quoi la différence? Expliquez-nous. Un chef opérationnel, c'est un chef qui va gérer une opération et ça se termine là. Mais sans y être impliqué lui-même, vous voulez dire? Sans être impliqué, non. Il pourrait être impliqué lui-même, mais sans être justement impliqué dans une gestion d'un nombre d'opérations sur lesquelles lui, il est le chef qui opère, qui réfléchit, qui coordonne. Alors là, c'est un petit groupe qui dirige pour une opération. Et là, il y a beaucoup de questions. Tout à l'heure, vous avez parlé de déficit. Pour moi, le déficit le plus flagrant, c'est la capacité de faire un transfert d'argent avec un faux nom entre justement la Tunisie et Berlin, sans pouvoir le détecter. Et là, quand on est devant des failles électroniques, ça c'est plus grave. En mars 2016, il avait été soupçonné de préparer un braquage à Berlin justement pour financer un attentat terroriste. Alors là, je vous laisse terminer ensuite, Monsieur Bassou. Alors c'est un déficit partagé entre la Tunisie et le système bancaire ou de transfert bancaire européen. Ça, c'est un problème. Bon, pour le cas de leadership, je pense, pour moi, avec des réserves, ce qui a été, bon, il était appelé par la presse européenne un leader, un chef pour moi, c'est un chef de Katiba, mais il reste dans l'opérationnel. Je ne crois pas qu'il a un statut très avancé dans la structure de l'État islamique. Monsieur Bassou? Oui, justement, c'est ce que je crois, c'est-à-dire cette question, est-ce qu'il est, vraiment le leader de la Katiba Abou El-Wala? Est-ce que cette cellule Abou El-Wala est vraiment une Katiba? C'est-à-dire, est-ce que c'est vraiment une brigade? Ça, ce sont les déclarations de son neveu. Son neveu dit que, quand il m'appelle, il me dit que je suis l'émir de la Katiba Abou El-Wala. Parce que celui qu'on connaît comme Abou El-Wala, c'est-à-dire Ahmed Abdelaziz, Abdullah, donc l'Irakien, c'est quelqu'un d'autre. C'est peut-être lui qui est le vrai chef de cette Katiba Abou El-Wala. Et que c'est Anis Amri, je crois que là, nous sommes devant le profil type du radicalisé. Donc, 24 ans, tunisien. Donc originaire de Ouellastia en Tunisie, qui est un des bastions des salafistes depuis la révolution tunisienne. Bastion des salafistes, mais aussi la précarité aussi. Donc, on est dans le système de précarité, on est dans l'ancien délinquant qui se radicalise. Donc, il a été condamné en 2008, je crois, pour consommation de cannabis, condamné en 2011 pour vol de voiture. C'est-à-dire, c'est pour fuir cette condamnation qu'il va partir en Italie. En Italie, il est encore remis en prison et on croit que c'est en prison en Italie qu'il a été radicalisé. Donc, ensuite, il part en Allemagne. En Allemagne, il va rencontrer les milieux islamistes aussi, donc d'Abou El-Wala en Rhénanie du Nord, donc en Westphalie. Et donc, nous sommes sur le profil type du radicalisé. Mais est-ce que, comme on l'a entendu en France après les derniers attentats, c'est une radicalisation express? C'est une expression qui a été beaucoup utilisée ces derniers temps. Est-ce qu'on peut parler dans ce cas de figure d'une radicalisation express? Entre 2011, où il... non, je vous laisse terminer ensuite, monsieur. Entre 2011, où il a été incarcéré en Italie, où sa radicalisation a commencé, et aujourd'hui, 2016, lorsqu'il est passé à l'acte, je ne crois pas qu'on est devant une radicalisation express. Donc on a eu 4 à 5 ans pour voir, c'est tout un processus. Donc il a rencontré en Italie certainement des gens qui l'ont radicalisé. Quand il est sorti de prison, donc quand il est en Allemagne, il a rencontré encore d'autres personnes qui vont peut-être le pousser un peu plus dans sa radicalisation et le persuader donc de passer à l'acte. Je ne crois pas que dans le cas de Marie, on est dans la radicalisation express. On a été dans un processus, c'est-à-dire un profil qui répond, de par ses origines, la précarité dans laquelle il est venu, toutes les difficultés qu'il a eues dans sa vie, les condamnations qu'il a eues. Donc la personne
si vous voulez, la personne type qui est ciblée par ceux qui radicalisent. Ensuite, les difficultés qu'il a eues, c'est-à-dire une demande d'asile qui a été rejetée. Il ne sait pas d'ailleurs, on se posait pourquoi il est resté sur le territoire allemand. Il est resté sur le territoire allemand parce que les autorités tunisiennes n'ont pas voulu le reconnaître en tant que tel. Ils ont bloqué la procédure d'expulsion. Donc la procédure d'expulsion n'a pas pu avoir lieu. Monsieur Benhamou? Moi, je pense qu'il est important quand même qu'on fasse un peu un paramétrage conceptuel. Il y a donc une utilisation effectivement donc, de certains concepts, notamment donc, celui de Katiba, alors que nous sommes dans le cas de figure au mieux face à une cellule, pour ne pas dire donc à une personne, donc à une cellule individuelle qui agit donc en cherchant donc à associer des proches, notamment donc qui sont sur à notre territoire, en l'occurrence au territoire tunisien. Alors quand vous dites, pardon, vous parlez d'individuels, est-ce que ce sont des loups solitaires? Est-ce qu'on est dans la théorie des loups solitaires? Je n'adhère pas donc à ce concept de loup solitaire, parce que donc il n'existe pas. C'est pourquoi donc j'utilise plutôt donc celui donc d'une cellule unitaire, c'est-à-dire donc parce que donc on n'est jamais solitaire, on est toujours donc que ce soit matériellement ou virtuellement en contact avec d'autres personnes et d'autres s'associent directement ou indirectement donc à un acte de ce genre. Deuxièmement, il me paraît aussi donc important de dire que dans ce cas de figure, nous sommes dans peut-être donc une phase où il faut apporter donc une nouvelle lecture qui, pour moi, nous sommes dans ce qu'on peut aujourd'hui donc appeler pour beaucoup donc une forme de narco-djihadisme et de narco-terrorisme. La radicalisation, oui, effectivement, donc il y a eu il y a eu plusieurs passages qui, pour certains, donc favorisent cette radicalisation donc express. Dans le cas de Amri, moi, je pense que d'abord, donc c'est un acte qui a été donc commis calqué sur un autre, celui de Nice. En juillet dernier. Exactement. Donc il prend donc comme cible un marché de Noël, mais on le sait, le marché de Noël a été pris comme cible dans d'autres villes, notamment donc on s'attendait beaucoup à une attaque sur le marché de Noël de Strasbourg, par exemple, et dans d'autres villes européennes. Et juste, on rappelle également que fin novembre, pardon, donc quelques jours, une quinzaine de jours avant, un enfant germano-irakien de 12 ans, qui comptait aussi se faire exposer sur un marché de Noël, avait été appréhendé par les services allemands. Absolument. Deuxièmement, donc, je pense que il est important aujourd'hui que dans notre analyse, qu'on puisse isoler les cas. Ce ne sont pas donc forcément des cas donc, qui entrent dans une action globale. On l'a vu d'ailleurs, même Daesh a mis du temps pour revendiquer l'acte. Et la revendication était j'allais dire, donc, était amputée. Généralement, donc, Daesh, quand elle revendique, elle donne le nom, elle donne donc beaucoup d'indices et beaucoup d'éléments. C'est ce qu'elle n'a pas fait dans cette revendication, ce qui veut dire que tout simplement, pour moi, c'est une revendication opportuniste, car donc, je pense que Daesh n'a rien à voir donc, avec un tel acte, mais elle avait besoin donc, de s'approprier une action comme celle-là. Alors, nous sommes face à quelqu'un qui est depuis des années donc, dans une cavale de désespoir et qui finalement donc, porte en lui beaucoup de haine et de vengeance et en prime, il veut ou il a cherché en tout cas donc, à couronner donc, toute cette action par cet acte terroriste. Certes, parce que donc là encore, et je pense que les enquêtes en Allemagne, en France et en Italie vont certainement donc le démontrer, il y a présence d'autres complices.
on a pu mettre la main donc sur ceux qui sont en Tunisie, mais oui, certainement 3 arrêtés donc, en parce Tunisie. que oui, le passage ou son voyage donc Vers l'Italie. en passant donc par la France, il a eu certainement donc une planque. Il a eu certainement donc d'autres personnes qui lui ont préparé donc une logistique. Donc, est-ce que cette radicalisation est une réelle radicalisation donc idéologique? Et c'est encore là encore donc une fois de plus, est-ce que nous sommes face à ces actes terroristes, des actes qui sont encore teintés par d'idéologie ou des actes terroristes qui, pour certains, comme je l'ai dit, donc sont aujourd'hui donc prennent forme de cette nouvelle vague donc de narco-terrorisme ou tout simplement donc d'un mal-être, d'un malaise ou tout simplement donc un sentiment de haine et de vengeance. Monsieur Rezrazi, étant donné ce profil et ce parcours qu'on peut mettre effectivement en parallèle avec d'autres, notamment en France avec cet attentat de Nice, est-ce que ce sont des loups solitaires, bien sûr connectés à d'autres complices, mais qui décident de passer à l'acte et de déclencher un acte terroriste par désespoir, par vengeance ou par idéologie? Bon, tout d'abord, bon, pour les loups solitaires, c'est un concept que beaucoup de chercheurs décrivent aujourd'hui. Je n'utilise pas, justement, je rejette parce que c'est une production médiatique qui n'est pas fondée. Mais je vais revenir quand même sur le concept justement présenté par mon ami Ben Hamou, c'est le narcoterrorisme. Moi, je crois qu'il faut quand même... Bon, pour les cas sur lesquels je suis un peu familier, alors il y a l'addiction nacro, et puis il y a le passage de l'addiction nacro à un autre type d'addiction, c'est l'addiction djihadiste. Et entre eux, généralement, la majorité des ados, ils font le passage de la tauba. Alors, c'est très difficile de les associer que dans quelques zones. C'est vrai, dans la zone de Mali, la zone d'Afghanistan, on trouve cette activité qui associe le nacro avec le djihadisme, qui est avec une prise de conscience existe, mais pour nos jeunes en moins de cet âge-là, je crois qu'elle est associée à ce passage-là d'une addiction qui est justement en négation après la tauba par justement la conversion vers le djihadisme. C'est quoi? C'est un acte de rédemption? Exactement. Alors ça, pour moi, il faut être un peu prudent. Bon, les éléments qu'on a pour Amri, on a très peu d'informations qui ne peuvent pas nous aider à construire un profil clair. Mais quand même, il y a un deuxième phénomène, c'est que dans les analyses, il a été écarté pour un certain moment, c'est le phénomène de passage de l'organisation centrale à ce qu'on appelle Disconnected Network Group. Des cellules détachées. Détachées, ce sont des groupes qui travaillent sur la base du principe sans avoir un contact direct avec l'organisation principale. Alors là, on trouve que l'Europe maintenant... C'est des cellules autonomes, qui tout en étant raffiliées à une certaine entité, mais qui sont totalement autonomes. Alors ils donnent justement la bay'a ils font allégeance, c'est le cas de Anis Amri dans une vidéo. Sans faire contact direct. Alors c'est symbolique, c'est virtuel, si vous voulez, mais le contact direct n'existe pas. Et justement, je suis d'accord avec Ben Hamou, ça explique aussi pourquoi, tout d'abord, la revendication de l'État islamique, elle est venue un peu tard, 26 heures après. Elle est venue dans un organe qu'on n'a pas l'habitude que celui qui fait le premier, c'est Amaq. Oui, c'est l'agence de propagande officielle de l'État islamique. De presse, de propagande de l'État islamique. Et puis, non nominatif. Alors, justement, il revendique l'acte sans montrer une connaissance du groupe qui est derrière. Ça pourrait être pour des raisons
de sécuritaire, de vigilance de la part de l'État islamique, ou c'est justement une adoption. Monsieur Bassou, juste avant qu'on fasse la pause. Ouais, je crois plutôt que ça rentre dans... Parce qu'il y a eu, c'est-à-dire dès que Daesh a commencé à perdre du terrain en Syrie et en Irak, il y a eu cet appel lancé par l'Adnani qui a été tué. Il y a eu cet appel qui a été lancé, mais à tous ceux qui peuvent faire quelque chose, que Daesh les connaisse ou qu'ils ne les connaissent pas. Donc, et justement, c'est là où il y a le danger. Il y a des personnes qui vont répondre à cet appel sans que Daesh ne les connaisse. Donc, qu'est-ce que Daesh aura à faire par la suite? Il n'aura qu'à, c'est-à-dire, voir l'acte se confirmer pour rassembler des éléments et le revendiquer. C'est-à-dire, Daesh ne dit pas aujourd'hui que ce type nous appartient ou qu'il est de nos soldats ou qu'il a été chez nous. Il dit Mais que... ça se fait dans l'autre sens. C'est-à-dire que la plupart des auteurs d'attentats, que ce soit en France, les assassins du prêtre dans cette église en Normandie notamment, ont tous fait allégeance à l'État islamique par des vidéos. Et c'est le cas aussi d'Anis Amri. Donc il y a une allégeance dans un sens, mais pas une reconnaissance de l'autre. Mais cette allégeance, on va la sortir par la suite. On ne la sortira que lorsque l'individu est déjà passé à l'acte. Donc nous allons voir Daesh par la suite revendiquer l'acte de gens dont il ne connaît pas le nom, dont il ne connaît pas les origines, mais pour elle, ils ont répondu à son appel. Pour Daesh, ils ont répondu à cet appel de tuer. D'ailleurs, certains, ce qu'ils disent avant de passer à l'acte, donc tuer ses porcs, faites ceci, ce sont un peu le vocabulaire de Daesh. Donc on arrive quand même à les identifier comme étant dans l'idéologie de Daesh. Et c'est pour ça que Daesh revendique. Merci beaucoup pour ces éclaircissements. Restez avec nous, on revient tout de suite après la pause pour poursuivre cette discussion sur la menace terroriste en Europe. A tout de suite. De retour sur le plateau du débrief, merci d'être resté en notre compagnie. On poursuit la discussion sur la gestion de la menace terroriste en Europe. Juste avant la pause, on évoquait donc ces modalités de conversion entre guillemets au djihadisme chez ces jeunes, qu'ils soient en Europe ou ailleurs. Alors du coup, ça pose la question, est-ce qu'on peut réellement prévenir le risque terroriste? Puisque vous l'avez dit, vous êtes d'accord tous les trois que ce sont des cellules autour d'un individu connecté à d'autres qui décident de passer à l'acte après avoir fait une allégeance, mais purement virtuelle, qui n'est pas réelle, qui ne se fait pas par un contact direct avec des groupes comme l'État islamique. Alors du coup, est-ce qu'on peut prévenir aujourd'hui les profils qui peuvent se radicaliser et les passages à l'acte? Monsieur Benhamou. Je pense que le risque zéro n'existe pas. Deuxièmement, donc aujourd'hui, nous sommes dans une nouvelle réalité où il n'y a plus de profil. Donc il y a autant de profils que de djihadistes qui passent à l'acte. Troisièmement, donc on est dans une phase donc de prolifération des groupes et aussi donc des activistes terroristes. Le quatrième élément, donc, c'est celui qui se rattache aujourd'hui donc à ces combattants terroristes étrangers qui sont de retour dans leur pays d'origine ou dans d'autres pays. Pour donner peut-être rapidement donc quelques chiffres, en début de cette année, on avait quelques 7000 à 7500 terroristes relevant donc de Daesh à Sirte et dans cette bande méditerranéenne de la Libye. La semaine dernière, donc après la fin des opérations à Sirte, 2500 terroristes ont été tués. Alors la question aujourd'hui, où sont passés les 4500? On ne les retrouve plus. Deuxième élément, on a relevé sur donc, les 3 dernières années le nombre de combattants terroristes étrangers qui ont rejoint Daesh en Syrie et en Irak a atteint 47 700. En provenance de quel pays majoritairement? Pratiquement de tous les pays. Si on doit donner aujourd'hui donc les nationalités. 6 000 seraient originaires de Tunisie, par exemple. 5500 Tunisiens. 5500 Tunisiens, il y a 1632 Marocains, 1800 Français. Oui,
C'est-à-dire que les services de sécurité marocains donc, ont une bonne connaissance donc, de ceux qui partent et un bon suivi aussi donc, de ces dossiers. Il y a 3200 Saoudiens. On peut aller donc, vers le nord, donc, les 1800, puisqu'on parle donc d'Allemagne, donc les 1800 Français, mais il y a 750 Allemands. Il y a 980 Belges. Il y a aussi donc 800 et quelques Hollandais, 150 Suédois. On peut aller aussi donc vers les Amériques pour avoir un chiffre donc de 85 Américains, etc. C'est-à-dire que les nationalités recensées lors de ces 3 dernières années en Syrie, en Irak, de ces combattants terroristes étrangers, ont atteint les 78 nationalités d'Afrique, d'Asie, d'Europe et d'Amérique. Donc nous sommes face à un phénomène donc, qui s'est globalisé et un phénomène aujourd'hui donc, qui touche pratiquement tous les pays. Alors il y a bien sûr donc, ceux dont on ne retrouve plus les traces à Sirte, en Libye, mais ceux aussi dont on ne retrouve plus les traces en Syrie et en Irak. Depuis une année maintenant, on chiffre quelques 10 à 12 000 ont quitté les théâtres irako-syriens avant l'attaque qui était annoncée et programmée. Donc il y a d'un côté donc, ces retours de ces combattants terroristes étrangers, mais il y a toutes ces cellules dormantes que Daesh et tous ces réseaux connectés qui étaient mis en place, parce que donc retenons que quand les combattants terroristes étrangers arrivaient, Daesh exigeait de chacun qui arrivait donc de recruter 5 proches. Et les 5 proches donc restaient dans les pays. C'est ce que justement Sebassou disait tout à l'heure. C'est pour donc cet appel à tous ceux qui sont sympathisants ou adhérents ou proches ou qui croient donc à ces entre guillemets donc convictions de Daesh, donc passe à l'acte. Alors nous sommes aujourd'hui dans une réalité qui est donc celle de la prolifération. Nous sommes aussi donc dans une situation qui malheureusement donc il n'y a pas une très bonne coopération qui permet d'apporter donc les réponses, parce que donc le problème aujourd'hui en termes de renseignement c'est comment donc on peut partager le renseignement opérationnel. On va y venir dans un instant. On finit juste d'évaluer la menace et puis les profils, et ensuite on parle justement de la façon dont on peut renforcer cette coopération, puisque à l'aune de tout ce qui se dit depuis tout à l'heure, c'est plus qu'urgent. Monsieur Rzrazi, par rapport à ces risques de retour, aujourd'hui, selon le Centre international de lutte contre le terrorisme, le Centre européen, au 1er avril 2016, il y a 30% de ces personnes parties de l'Europe vers la Syrie qui seraient de retour sur le sol européen. Comment est-ce qu'on peut gérer le retour de ces personnes? Est-ce que vous croyez au processus de déradicalisation tels qu'ils sont aujourd'hui mis en place dans certains pays européens? Oui, alors, si on reste sur l'Europe, alors déjà on est devant presque 2450, dont on parlait de 15 à 20% qui sont déjà morts, 30 justement, comme vous avez dit, qui sont de retour, et le reste, il reste soit dans le territoire de conflit, Syrie-Irak, ou il y a un autre risque, ce n'est pas seulement le risque de retour, mais il y a le risque de redéploiement. Surtout qu'il y a un retour aussi d'Al-Qaïda, n'oublions pas ça. Deux, bon, la procédure... Vous nous direz après des risques de redéploiement, vers quel terrain? Est-ce que la Libye en fait partie? On y vient dans un instant. Je vous laisse terminer. Alors, pour justement la procédure suivie par les autorités judiciaires et sécuritaires européennes, c'est la lutte contre l'extrémisme dans les espaces publics et dans les prisons, dans les mosquées, les espaces de culte. Puis, il y a maintenant ce qu'on appelle le monitoring de la mobilité des voyageurs selon le système de PNR. Puis, il y a des tentatives plutôt de réforme du cadre légal de la coopération sécuritaire. Et cela, à mon sens, irait plus avancé
l'année prochaine, en 2017, avec justement la montée de la droite. Jusqu'à présent, il y a une résistance du côté des socialistes en France, de Merkel. Le Maroc, déjà, justement, il a mentionné à plusieurs reprises cette difficulté d'une coopération efficace à cause, justement, de la non-compatibilité du cadre légal entre les pays. Mais je crois qu'en 2017, on aurait plus d'innovation, si vous voulez, dans ce sens. Le problème avec l'Allemagne, juste sur ce point-là, l'Allemagne a déjà commencé à prendre des mesures. Depuis mi-décembre, 34 demandeurs d'asile, par exemple, afghans qui ont vu leur demande d'asile rejetée, ont été expulsés et reconduits vers la frontière. C'est-à-dire qu'il y a déjà des mesures qui sont prises pour éviter qu'ils restent sur le territoire. Et puis également, le ministre de l'Intérieur allemand réfléchit à la création d'un motif de détention avant expulsion, ce qui aurait été le cas pour Anis Amri, c'est-à-dire que plutôt que de le laisser libre dans la nature, un motif de détention en attendant son expulsion. Mais je crois que le problème est plus dans l'action proactive. Alors, la marge de procureur à intervenir avant justement avoir tout le dossier de preuves. Donc une réforme du cadre légal. Monsieur Bassou. Alors, avec ces cas, juste à mon sens, la seule solution pour faire face à cette menace non conventionnelle avec la forme dont mes collègues ont discuté, c'est la vigilance de la famille, tout d'abord. Mais qui semble souvent dépassée. Anis Amri, ses frères et sœurs disent qu'il parlait avec eux via les réseaux sociaux et qu'à aucun moment ils n'ont pu détecter qu'il s'était radicalisé. Alors, mais toujours, bon, peut-être Anis Amri, elle a échappé à ça, mais cela n'empêche pas que, à mon sens, les agences de sécurité ne peuvent pas être efficaces pour justement contrecarrer le phénomène de cette auto-construction justement isolée, individuelle. Monsieur Bassou? Je crois qu'il y a trois points peut-être sur cette question. La première, je vais revenir à une interview qui a été faite par Gordon Weltons du New York Times l'été 2016 avec Harry Safro, un ancien détenu donc de Daesh qui est détenu à Brême. Et là, déjà, dans les déclarations, dans ce qu'il a échangé avec les journalistes, il disait que les gens de Daesh qui l'ont formé, qui ont pris en charge sa formation, lui disaient que nous avons déjà envoyé des centaines de personnes en Europe. Et que d'autres sont en Turquie, c'est-à-dire en transit pour partir. Parmi les autres choses, c'est-à-dire qu'ils disent que aujourd'hui, ils lui ont demandé de retourner en Allemagne parce qu'ils lui disent que c'est en Allemagne que nous avons besoin de personnes. Donc les Allemands ont vu cette interview, ils se savaient déjà qu'ils sont... Donc il y a déjà des personnes qui ont transité vers l'Europe, qui constituent ce que c'est moi appelé les cellules dormantes. Mais en plus, sans parler de ceux qui vont retourner, on en reparlera, de retour des combattants terroristes étrangers, déjà les Allemands savent que chez eux, ils ont ce qu'ils appellent le cercle large des islamistes qui est de 40 000, qu'ils estiment à 40 000, 9 200 qu'ils estiment comme étant des ultra-conservateurs, et qu'ils ont 500 individus jugés dangereux, menaçants. Ils ont eu déjà 200 retours qui sont déjà chez eux, qui sont en matière de surveillance. Et ils disent que parmi ces 500, 190 circulent librement ou sans aucune surveillance. Alors qu'ils sont jugés dangereux. Donc, qu'est-ce qui va arriver avec les nouveaux retours, les combattants terroristes étrangers qui vont retourner? Ils vont apporter à ces cellules dormantes ce qu'il leur faut comme instruction directe, s'ils ont des instructions de Daesh, ce qu'il leur faut comme technique, c'est-à-dire comment changer, parce que c'est des gens qui ont été fraîchement dans les combats, et ils vont avoir un effet multiplicateur de l'idéologie. Parce que, comme on a dit, chacun d'entre eux devait prendre 5 personnes de chez lui, mais il peut encore prêcher. Si on l'envoie en prison, il va prêcher dans la prison, il va prêcher dans la rue, il va prêcher dans tous les cercles qu'il va pouvoir toucher. Pour ce qui est de la menace en elle-même, de ces retours, les statistiques
jusqu'à présent, qui sont, si vous voulez, adoptés par l'ensemble des chercheurs, nous disent que 1 sur 9 de ces combattants qui retournent réussit à dépasser toutes les mesures prises et à faire un attentat. 1 sur 9. 1 sur 9. Cela paraît peu, je le disais dans une autre interview avec Média 1. Ce 1 sur 9 paraît peu, mais si on sait par exemple qu'aujourd'hui nous avons quelques 2500 Européens qui sont encore là-bas, cela nous fait à peu près 250. Qui passent à travers les mailles du filet. Qui vont passer toutes les... Et si on dit que 2 à 3 personnes sont utiles sont nécessaires pour un attentat, on est donc à peu près dans une centaine, dans une 80 attentats, ce qui est un peu énorme. C'est très alarmant. C'est très alarmant. Maintenant, pour la question de est-ce qu'on peut détecter, je crois qu'on ne peut plus détecter, on ne peut plus savoir de qui il s'agit. Parce que le même citoyen que nous sommes obligés de protéger est ce même citoyen qui est l'objet de suspicion. Donc, on n'est plus dans cette question. Il n'y a pas de front, on ne sait pas qui est devant, qui est derrière. Monsieur Benhamou. Parce que je pense que là, nous sommes, encore une fois de plus, pour revenir donc sur le concept, nous sommes dans une nouvelle phase où des concepts ont beaucoup changé. Le concept de l'ennemi a changé. L'ennemi, il est à l'intérieur et il n'est pas à l'extérieur. Le concept de la guerre a changé, puisque donc nous sommes face à des guerres asymétriques. Le concept de la menace, il change. Donc nous sommes face à une nouvelle réalité qui aujourd'hui nous donne donc cette image des États avec des services de sécurité et de défense qui ne sont pas adaptés à ces menaces émergentes et qui ne sont pas adaptées à la nature des menaces. Alors, il est clair aujourd'hui qu'il y a une nécessité donc de révision des architectures de sécurité dans les pays et il y a aussi donc une nécessité aujourd'hui donc de révision des concepts de sécurité et de défense. Alors sur quelle base si on revoit ces concepts, ça veut dire qu'il faut revoir les bases sur lesquelles peut se faire une coopération sécuritaire efficace. Bien sûr. Alors, quelles seraient ces bases? Bien sûr que cette coopération donc, doit être revue, mais aujourd'hui, pour encore donc, le repréciser, le risque zéro n'existe pas. La menace, aujourd'hui, donc, elle est mutante. Et elle est pratiquement donc présente dans tous les espaces. Je pense que pour l'Allemagne, donc on le savait et les Allemands donc le savaient depuis des mois qu'elle était donc une cible et que c'était juste une question de temps. Il y a d'autres pays aujourd'hui donc aussi qui sont donc des cibles. Bon, l'Allemagne malheureusement c'est arrivé, mais on ne sait pas quand est-ce que ça va se produire en Hollande. On ne sait pas non plus aussi dans quand est-ce dans deux autres pays qui aujourd'hui donc ne semblent pas être dans les radars, mais qui sont aussi donc menacés, l'Italie et le Portugal. Donc ça n'exclut pas que les autres restent sous donc cette menace terroriste, ce qui malheureusement donc peut aussi donc nous faire dire aujourd'hui que quand ça n'arrive pas, c'est peut-être juste une question de temps ou de chance. Alors maintenant, la solution doit résider dans le fait que nous sommes face à un ennemi global. La réponse doit être globale. Et puisque donc cet ennemi utilise ce que donc les États ont comme fond de leur existence, les frontières, la souveraineté, mais cet ennemi ne respecte ni frontières ni souveraineté. C'est pourquoi donc la coopération aujourd'hui doit être donc une coopération internationale et que les réponses donc doivent être donc des réponses globales. Maintenant, quand on parle donc de cette réponse globale, il est clair aussi que ça dépend du degré et de la volonté donc politique des États donc de coopérer et jusqu'où. Alors, Monsieur El-Zrazi, sur cette coopération, il y a des échanges d'informations qui se font entre services. Les services marocains ont encore été cités. L'information n'est pas confirmée de manière officielle, mais elle a été reprise dans plusieurs médias sur cette coopération bilatérale. Est-ce que face à cette menace que nous avons largement explicitée au cours de cette émission, il ne faut pas penser à un autre cadre institutionnel pour cette coopération au-delà du bilatéral et ça pourrait être quoi ce cadre institutionnel d'une coopération globale pour répondre à cette menace?
Oui, alors, justement, ce n'est pas surprenant que les autorités sécuritaires marocaines sont en coopération permanente avec les pays européens et africains et d'autres. Mais le problème, justement, qui se pose, il y a 3 problèmes qui se posent au niveau de la coopération sécuritaire entre les pays. Le premier, c'est que ce nombre de chiffres que nous-mêmes on produit et on répète, il faut dire aussi que les agences de renseignement dans le monde entier, ils n'identifient que 30%. Même s'ils disent qu'il y a 4500, ils ne connaissent que 600 ou 700 par nom, parce que justement ces informations elles viennent par des agents infiltrés ou par des agences locales, syriennes, irakiennes, etc. Il y a un recoupement d'informations, mais en principe, ils ne sont pas tous identifiés, les 47 000. Et déjà, ça, c'est un premier risque sur place, surtout pour les pays ou pour les individus porteurs de passeports qui n'exigent pas de visa. 2. Même le système de PNR, alors le monitoring des gens qui voyagent, la mobilité. Alors ça, ça leur échappe aussi, la mobilité par les voies terrestres. Et surtout... C'est-à-dire qu'on peut suivre les voies de transport qui nécessitent des contrôles, mais pas les autres. Exactement. Et troisièmement, c'est-à-dire le problème du cadre légal. Et ça, c'est le problème principal, parce que justement, si vous voulez, la performance démocratique des pays européens qui varie entre les pays justement du Nord avec... ce ne sont pas la même chose. L'Espagne, la France, les pays nordiques, l'Allemand, la Russie. Les cadres juridiques sont très différents. L'Union européenne n'a pas réussi à synchroniser un cadre juridique, même en état d'urgence, à l'exception de la France qui a pu réussir à imposer un état d'urgence. Elle a déposé justement, elle a informé le Conseil des droits de l'homme qu'il va réduire justement... Alors qu'en Allemagne, par exemple, ça n'a même pas été évoqué. Justement. Alors, la coopération, elle fait face à ces problèmes-là. Et je crois qu'il faut réfléchir, à mon sens, peut-être, pourquoi pas, la commission onusienne qui s'occupe justement de lutte contre le terrorisme, de lancer un projet qui exige réagir après alerte entre les pays. Et peut-être, l'alerte, il faut dépasser le bilatéral. C'est-à-dire d'avoir un organe sur lequel les États se mettent d'accord quant à son cadre juridique pour pouvoir réagir. Mais qui s'occupe à la lutte antiterroriste. Monsieur Bassou, pour le mot de la fin, il nous reste 2 petites minutes pour conclure. Oui, pour cette question de coopération, d'abord, alors coopération, qu'est-ce qu'on entend par coopération? Il y a l'échange d'informations, donc d'une part. Il y a les systèmes d'extradition judiciaire, donc ça aussi, ça fait partie de la coopération internationale. Et puis, il y a les mesures de sécurité communes. Donc, on se souvient que la résolution du Conseil de sécurité sur les combattants terroristes étrangers, la 2178, il a édicté des mesures. Alors, quand une autre commission a essayé un peu de faire le point, on a trouvé que très peu d'États ont voulu ou très peu d'États ont pu faire ça. Parce que ces mesures à la frontière, ces mesures à l'intérieur, il y a des coûts. Et puis il y a beaucoup de disparités entre les pays, c'est-à-dire entre les pays du monde. Donc quand vous avez un dispositif qui coûte, il y a des pays qui arrivent à le mettre en place, il y a des pays qui ne pourront pas n'ont pas les moyens. Or, on a parlé de sécurité globale avec ces éléments, c'est lorsque vous avez un maillon de la chaîne qui est faible ou qui est défaillant, c'est toute la chaîne qui tombe. En Europe, par exemple, il nous reste 1 minute, monsieur Bassou. Il y a une étude qui a été faite et qui a dit qu'on n'est même pas d'accord sur une définition du combattant terroriste étranger. On n'a pas la même appréhension de la menace.
Pour les Allemands, c'est toujours un problème d'immigration. Pour les Français, c'est un problème de sang donc sur la terre. Donc et on a trouvé qu'il y a certains États qui n'utilisent même pas le système SAT-24 d'Interpol. Donc il y a tout ça. Il y a un vrai problème d'homogénéisation. Des obstacles un peu à cette 10 secondes, opération. Monsieur Benhamou. Je pense que nous sommes face à une menace qui est globale. La sécurité aujourd'hui donc est un bien collectif. Il faut qu'il y ait une co-gestion et un cofinancement donc de l'effort de sécurité. On ne peut pas être les gendarmes des uns ou des autres, mais la sécurité des uns et des autres se trouve aujourd'hui donc partout. C'est pourquoi donc la conscience collective qui doit être prise dans la coopération internationale, c'est que donc chacun doit contribuer. Et il faut éviter les vides juridiques, parce que donc l'Allemagne encore justement, c'est ce que disait l'Allemagne jusqu'à présent donc bon souffre encore de ces vides. Souvenez-vous qu'il y a encore quelques années, on nous reprochait de faire le travail qui donne aujourd'hui donc le résultat, et on nous reprochait donc des actions parce que donc on pensait qu'on n'agissait pas dans un cadre qui était légal. Merci beaucoup, messieurs, de nous avoir apporté votre éclairage sur cette question de la menace terroriste en Europe. Merci, monsieur Bassou, monsieur Benhamou, monsieur Razrazi, merci infiniment à vous. Merci à vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices, de nous avoir suivis. Je vous laisse avec la suite des programmes sur Midi 1 dans un instant. Et quant à nous, on se retrouve avec toute l'équipe et de nouveaux invités mercredi pour un nouveau débrief. Très bonne soirée à tous.